Merci, Madame la Présidente. Maître Bourassa-Forcier, Maître Fouché, merci beaucoup de votre présentation. Effectivement, vous êtes la dernière personne à présenter, mais vous êtes une de très nombreuses personnes à avoir dit au ministre qu'il prend le bébé par le siège et qu'il aurait fallu commencer par la tête, avec se faire une tête sur la politique du médicament. Vous l'avez dit, le commissaire à la santé et au bien-être l'a dit, la coalition sur le cancer, l'AQPP, l'Ordre des pharmaciens. Enfin, je me demande s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas dit. Et le ministre dit, vous savez, un projet de loi, ça a une limitation conceptuelle. Ça a la limitation conceptuelle de son rédacteur. Et absolument rien n'empêchait le ministre. S'il ne voulait pas, le ministre est toujours pressé. C'est pas nécessairement un défaut. Mais il aurait pu dire, moi, avoir une politique du médicament et des consultations sur la politique, etc., c'est trop long pour moi. Il aurait très bien pu dire, mais écoutez, il y a 10 mesures essentielles à introduire. Les voici. De toute façon, le commissaire à la santé et au bien-être lui a dit en mars dernier un certain nombre de choses. Il pouvait lui-même faire la mise à jour de la politique de son prédécesseur, qui est maintenant premier ministre. Et il aurait pu nous arriver avec un projet de loi avec 15 mesures, puis un petit texte à côté en disant, de façon réglementaire, je vais faire ces 8 autres-là. Et on aurait entendu les mêmes personnes. Il aurait pu introduire, bien sûr, les appels d'offres là-dedans. On aurait entendu les mêmes personnes qui nous auraient donné des recommandations plus précises sur l'ensemble des mesures. Et on aurait, d'ici 1 mois et demi, un projet de loi avec une politique du médicament beaucoup plus large, beaucoup plus efficace. Et c'est le choix du ministre de perdre le temps de la société québécoise sur ce sujet-là, tout simplement. Mais il fait un coup de massue. Vous l'avez dit, il a confirmé. Un coup de massue. Il aime ça, les coups de massue. Il en a fait un cette semaine, d'ailleurs, sur un autre sujet, sur une autre personne. Et tout le monde a remarqué que c'était très déplacé. Maintenant, le coup de massue qu'il donne sur le système du médicament, le problème, c'est que des fois, un coup de massue, ça permet de replacer des choses, puis parfois, ça fait très mal. On a vu que son refus de respecter son engagement auprès des pharmaciens sur le déplafonnement fait en sorte qu'en ce moment, il y a une réduction de l'accès à des pharmacies au Québec. 1000 personnes ont perdu leur emploi dans les pharmacies du Québec. Et s'il n'agit pas, une pharmacie sur 4 serait en bas du point de rentabilité. Et là, dans ce projet de loi, il dit, on va aller en appel d'offres, et ce qu'il y aura, et vous l'avez dit, comme conséquence, de retirer pour chaque appel d'offres les ristournes, les allocations professionnelles. Il y a quelqu'un qui nous a fait ici une estimation que ça valait à peu près 200 millions par année pour les pharmaciens du Québec. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette estimation, mais en tout cas, si c'est vrai, ça veut dire qu'en plus de leur enlever 133 millions, là, ils enlèveraient 200 millions de plus, donc 333 millions par année. Et là, ce n'est pas une pharmacie sur 4 qui fermerait, c'est beaucoup plus. Ça, c'est le coup de massue. La limitation conceptuelle du projet de loi, c'est ça. Alors vous nous dites, évidemment, comme tout le monde, ça prendrait une politique du médicament, puis moi, j'ai encore un très, très léger espoir que lorsqu'il reviendra, le ministre, avec ses amendements, il introduira un certain nombre d'idées comme celles dont vous avez parlé. Alors, je vais vous poser des questions sur ces idées-là. Entre autres, la révision par les pairs des pratiques de prescription des médecins. Comment ça marcherait? Pourquoi ça n'existe pas déjà? C'est aussi, mon Dieu, ça doit faire depuis les années 2000 où on a mis en place, le début des années 2000 où on a mis en place dans certaines juridictions des pratiques de révision par les pairs. Ça peut prendre différentes formes. Donc, normalement, idéalement, il devrait y avoir des groupes de pairs qui soient formés pour pouvoir évaluer les pratiques de prescription de leurs collègues. Vous savez, la RAMQ a un certain pouvoir de révision des pratiques des médecins et lorsqu'il y a un comité de révision qui est créé, il y a un comité de pairs qui est créé. Et malheureusement, un processus de la sorte est très rare et ponctuel parce que ça découlera d'une demande de révision des pratiques des médecins. Donc, idéalement, selon moi, il faudrait instaurer un continuum de vérification des pratiques des médecins, particulièrement au niveau de la prescription, pour s'assurer que la prescription est optimale, tout simplement. Les fédérations syndicales de médecins sont favorables à cette pratique?
En fait, ce qui découle de mes recherches, c'est qu'on n'a jamais réussi à obtenir finalement l'adhésion de ces groupes, malheureusement, alors que ça s'est fait ailleurs. Tout comme l'indication, en fait, la mention de l'indication thérapeutique sur les prescriptions, ça fait en sorte qu'on a, nous, au Québec, une difficulté réelle à déterminer si on a des bonnes pratiques de prescription et on se compare où par rapport à d'autres. Expliquez-nous ce que c'est, ça, l'indication thérapeutique. Donc, c'est d'indiquer sur la prescription la raison pour laquelle le médicament X est prescrit. Mais ça pourrait effectivement, en fait, ce qu'on a déjà allégué, puis Monsieur le ministre pourra certainement ajouter à cet égard-là, et c'est certainement mieux la réponse que moi, on a déjà allégué que ça pouvait atteindre l'autonomie du médecin, mais ça se fait ailleurs. Le médecin a plaidé, donc les fédérations syndicales de médecins ont plaidé qu'ils ne voulaient pas inscrire sur la prescription la raison pour laquelle ils prescrivaient ce médicament, parce que ça aurait un impact sur leur autonomie. Les arguments qui ont été déjà allégués, pas de façon claire et nette, parce qu'on n'a jamais mis en place cette idée. En fait, on n'a jamais demandé à ce que ce soit quelque chose qui soit existant au sein de notre système. Donc, c'est des échos ici et là. Donc, malheureusement, il faudrait en fait qu'on ait des discussions plus sérieuses à ce sujet. Est-ce que, évidemment, d'avoir la raison pour laquelle le médicament est prescrit sur la prescription permettrait aussi aux pharmaciens soit de substituer un autre médicament ou de voir s'il y a des contre-indications dans le cocktail du médicament du patient, compte tenu de sa connaissance de l'objectif du médecin? Normalement, le pharmacien devrait, dans le cadre de ses fonctions, s'assurer de connaître le profil de son patient, donc la pathologie de son patient, et donc à partir du dossier une chance, de plus en plus, les dossiers sont bien informatisés, donc il y a de plus en plus d'éléments dans un dossier patient. Donc, normalement, il devrait être capable de dresser le profil du patient à partir des médicaments qui figurent dans le système. Mais évidemment, pour un nouveau médicament, pour un nouveau patient, ça sera plus difficile de le faire. Mais présentement, à mon avis, c'est quelque chose qui est possible pour les pharmaciens. Il y a déjà beaucoup de substitutions qui se fait. Par ailleurs, il faut faire attention avec la substitution pour des médicaments qui ne sont pas bioéquivalents. Et là, c'est la raison pour laquelle aussi, notamment l'Ordre recommandait qu'il n'y ait pas d'appel d'offres pour des biosimilaires parce qu'ils ne sont pas bioéquivalents, parce qu'il y a certainement un risque de responsabilité là, pour les pharmaciens. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dans d'autres juridictions, à l'extérieur du Québec, les fédérations médicales ont accepté ou se sont fait imposer ou ont peut-être proposé ces innovations-là, et c'est pas le cas au Québec, et donc on est en retard là-dessus à cause du manque d'adhésion de gens qui sont à la direction de ces syndicats de médecins, dont un est maintenant ministre de la Santé et qui n'était pas prédisposé pendant plusieurs années à faire ça, et maintenant qu'il est ministre de la Santé, il devrait se contredire, disons, pour y arriver. On sait qu'il y a plus de prescripteurs maintenant, donc les pharmaciens peuvent prescrire, les infirmières professionnelles peuvent prescrire. Le commissaire à la santé nous disait qu'il serait utile d'avoir des profils de prescription entre médecins pour faire des comparaisons et faire des comparaisons régionales aussi. Est-ce que ce serait une bonne idée selon vous? Certainement. Je suis tout à fait d'accord avec cette recommandation du commissaire. Okay. Est-ce que, par exemple, de faire en sorte que, une chose qui serait assez simple à mettre dans le projet de loi, c'est la révision thérapeutique par le pharmacien. Est-ce que, là, j'ai souvent demandé, est-ce qu'il y a des études sur l'impact économique? On connaît l'impact thérapeutique. Il est certain qu'un pharmacien qui revoit le cocktail de médicaments de chaque patient de façon régulière, ça ne peut qu'avoir un impact positif sur la médication, sur ses effets secondaires, et donc d'éviter aussi l'hospitalisation à cause de mal-assignation du traitement. Mais est-ce que vous, qui êtes spécialiste en économie de la santé, est-ce que vous savez s'il y a des études qui ont démontré les économies générées par le MedCheck? J'ai pas malheureusement effectué de recherche
au niveau des retombées économiques du MedCheck, par exemple, s'il était mis en place au Québec. Je pense que des intervenants ici sont venus finalement répondre à cette question-là de façon directe ou indirecte, à tout le moins en vous disant qu'il est certain qu'il y aurait des économies qui pourraient découler d'un MedCheck. Chose certaine, c'est que dans d'autres juridictions, les pharmaciens sont rémunérés pour le faire et nécessairement, si on a choisi de les rémunérer, c'est certainement parce qu'il y a des retombées positives qui compensent le coût de la rémunération. Et pourquoi le ministre de la Santé ne veut pas de ça? Je le sais pas, en fait. Et par ailleurs, les assureurs privés devraient aussi avoir un intérêt parce que ça pourrait certainement avoir un impact sur l'ampleur des primes qui sont payées par les assurés du secteur privé et, en fait, les employeurs. Donc, il y a le gouvernement et les assureurs privés qui devraient avoir un intérêt à rémunérer les pharmaciens pour assurer un suivi du dossier du patient. Alors, quand on regarde l'écosystème, là, le ministre dit « je vais faire un gros coup de massue qui va avoir un impact sur les prix, on l'espère, et non, ça n'a pas de sens sur les grossistes, ça j'espère qu'il l'a compris, mais ça va avoir un impact très négatif sur la survie même des pharmacies, mais il aurait des solutions pour ça, dire « OK, je vais vous enlever vos allocations professionnelles ». Il y a plein de gens qui ont dit « c'est pas normal que ça existe, ça devrait pas être là, il faut les remplacer par quelque chose si on veut pas que les pharmacies ferment ». Il pourrait décider simultanément de rémunérer les pharmaciens pour faire la vérification thérapeutique, pour leur faire de la vaccination et 3 ou 4 autres choses supplémentaires, puis dire, bon, ben voilà, vous allez faire plus de gestes cliniques pour lesquels je vais vous rémunérer, puis je vais essayer de vous rémunérer à peu près à la hauteur de ce que je vous enlève. Est-ce que ça ferait sens selon vous? Selon moi, oui, parce que, en fait, j'ai toujours dit qu'un investissement en prévention et dans l'utilisation optimale des médicaments, il générait à long terme, malheureusement, pas à court terme. Donc, c'est difficile pour un gouvernement, parfois, d'adopter des politiques qui génèrent des effets positifs à long terme. Mais qu'un investissement à cet égard-là générerait des effets positifs à long terme pour un système de santé. Président de Une minute. Merci. Le président de la QPP disait, bien, écoutez, laissez-nous vacciner, laissez-nous faire le MedCheck, et dans 3 mois, il va y avoir des économies pour l'ensemble du système de santé. Pas nécessairement spécifiquement pour la pharmacie, mais pour l'ensemble du système de santé. Est-ce que c'est exact selon vous? Je pourrais pas vous dire si le 3 mois est exact, mais il faudrait à ce moment-là vérifier effectivement s'il y a une corrélation, par exemple, avec le taux d'hospitalisation lié à une mauvaise consommation des médicaments qui aurait pu être évité à la suite d'un MedCheck. Mais oui, possiblement dans certaines situations. Tant mieux. Je ne sais pas qui nous disait, au commissaire à la santé ou quelqu'un d'autre, que si on reporte le coût de l'hospitalisation généré par un mauvais traitement de médicaments aux États-Unis, au Québec, c'est au total à peu près 700 millions par année d'hospitalisation générée par une mauvaise utilisation des médicaments. C'est beaucoup d'argent à aller chercher en prescrivant mieux et en vérifiant la médication.